On va dire que oui. Donc, je suis Oui. Caroline Rochon. OK, merci. Je suis la directrice de la division des écosystèmes forestiers au Centre de foresterie des Laurentides. Donc, bienvenue à tous à ce deuxième webinaire d'une série de 6, dont le titre est Un regard vers le futur, impact des changements climatiques sur la forêt québécoise et outils d'adaptation. Donc, les changements climatiques devraient avoir d'énormes répercussions sur les écosystèmes forestiers, ceux situés au nord étant les plus menacés. Au Québec, les répercussions risquent d'être multiples à la fois sur les écosystèmes et sur le secteur forestier. C'est pour ces raisons que le Service canadien des forêts a entrepris une analyse intégrée régionale des impacts des changements climatiques sur les forêts du Québec, avec plusieurs partenaires, dont le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Bureau du forestier en chef, Environnement et Changement climatique Canada, l'Université Laval et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs projets de recherche ont été menés sous cette analyse, lesquels seront présentés dans les prochaines semaines jusqu'au 24 février, et ce, chaque mercredi à 10h30. Donc, le webinaire d'aujourd'hui inclut 2 conférences. La première est par Sylvie Gauthier et elle se nomme Accident de régénération, importance pour le maintien de la productivité des forêts et stratégies pour pallier leurs impacts. La deuxième conférence est par Louis de Grandpré et porte sur changement climatique, tordeuse des bourgeons d'épinette et impact potentiel sur la composition de la forêt boréale du Québec. C'est avec plaisir que je vous présente les 2 conférenciers d'aujourd'hui. Donc, Sylvie Gauthier est biologiste de formation. Elle a un doctorat de l'Université de Montréal et elle est chercheuse scientifique au Service canadien des forêts de ressources naturelles Canada depuis 1993. Elle est également professeure associée à l'UQAM et à l'UQAT et à l'Université Laval, où elle supervise les travaux de nombreux étudiants de cycle supérieur. Ses travaux portent sur la caractérisation des régimes de feu des forêts et sur leurs effets sur la dynamique des peuplements forestiers, principalement en forêt boréale. Elle s'efforce de traduire ses connaissances en stratégie d'aménagement durable de la forêt. Elle s'intéresse également aux impacts futurs des changements climatiques sur la forêt et aux façons de s'adapter à ces changements. En 2008, elle a dirigé la publication du livre Aménagement écosystémique en forêt boréale. Elle était la seule femme sur le comité scientifique chargé d'examiner la limite nordique des forêts attribuables qui a remis son rapport en 2013. Elle a publié plus de 150 articles scientifiques, dont une synthèse sur la santé de la forêt boréale dans la prestigieuse revue Science. Louis de Grandpré est pour sa part chercheur au Service canadien des forêts depuis l'an 2000. Il a obtenu son doctorat en sciences de l'Université à l'UQAM en 1997. Ses recherches consistent principalement à lier les connaissances de l'écosystème forestier à l'aménagement forestier durable. Depuis les milieux des années 2000, il a établi un dispositif de suivi à long terme permettant d'acquérir des connaissances précieuses sur les effets de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons d'épinette en cours dans le nord-est du Québec. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse maintenant la parole à Sylvie et à Louis. Merci beaucoup. Alors, j'imagine que vous m'entendez. Si vous m'entendez pas, quelqu'un va réagir. Je vais partager mon écran. Voilà. Et voilà, comme Caroline vous le mentionnait, la présentation qui me fait plaisir de vous faire s'inscrit dans la série de présentations qui nous donne un regard sur le futur, en regard des impacts potentiels des changements climatiques, puis de la façon de s'adapter à ces changements-là. En ce qui me concerne, la présentation va porter plus sur les accidents de régénération, puis comment ça peut affecter le maintien de la productivité des forêts, puis quelles sont diverses stratégies qu'on pourrait adopter pour pallier ces impacts négatifs-là. Donc, je veux d'entrée de jeu remercier les collaborateurs de l'Université Laval, du MFFP, de l'UQAT, du Service canadien des forêts et du Service canadien des forêts et d'environnement Changement climatique Canada. Comme Caroline disait, j'ai fait partie du comité qui a établi la limite nordique et dans le rapport de cette limite nordique-là, on identifiait un certain nombre de régions qui sont aménageables mais qui ont une certaine sensibilité
à l'aménagement. Et attendez, je vais juste éliminer quelques éléments dérangeants de mon écran. Donc, et essentiellement, il y a deux régions qui ressortaient. Celle la plus à l'ouest ici, qui fait face à un phénomène de paludification, puis la région plus centrale ici, qui, elle, est soumise à un régime de feu qui est assez important. La limite nordique a été établie sur la base de certains critères, mais dans cette limite nordique-là, on ne considérait pas les accidents de régénération. Par contre, de plus en plus, on observe que ces phénomènes-là peuvent avoir une importance assez grande sur la productivité des forêts. On va parler aujourd'hui de deux types principaux d'accidents de régénération. Ceux qui sont dus à un intervalle court entre des perturbations successives, donc par exemple deux feux à l'intérieur d'une quinzaine d'années ou un feu qui survient dans une coupe qui a eu lieu il y a 15 ans. Dans ces contextes-là, la forêt n'a pas eu le temps encore de reconstituer sa banque de graines pour assurer une régénération suffisante, pour assurer une forêt qui revient dans le même état qu'elle était avant la perturbation. Un deuxième type d'accident de régénération qui, lui, est plus lié à des difficultés pour la régénération de croître, de s'établir d'une part et d'avoir une bonne croissance. C'est ce qui se passe un peu dans les milieux paludifiés, donc des milieux où l'accumulation de matière organique est importante et où, même si on a un stocking intéressant puis une densité intéressante de régénération, la croissance va être plus difficile parce que les conditions sont difficiles. Ces deux phénomènes-là peuvent être relativement longs à identifier parce qu'on peut avoir, dans le cas de la paludification, un bon stocking, mais la croissance va être retardée. Et puis, par exemple, pour ce qui est des brûlis, des fois, le retour de la régénération est relativement long. Et puis, sur la cartographie, par exemple, un brûlis va demeurer brûlis pendant de longues années. De plus, ces éléments-là qui ont un effet sur la productivité des forêts sont relativement peu tenus en compte dans la planification forestière. C'est un peu à ça qu'on a voulu s'attaquer dans les projets que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est de développer une plateforme de modélisation qui permet de simuler, en plus de l'effet de la récolte, d'un côté, l'effet de la paludification et des feux sur les accidents de régénération, puis qui va nous aider aussi à évaluer comment on peut appliquer différentes stratégies pour atténuer ces effets-là, puis aussi évaluer les coûts et les bénéfices d'application des dites stratégies. Donc, ce que je vais vous présenter, d'abord un modèle plus simple qu'on a appliqué dans la zone de paludification, puis un modèle un peu plus complexe dans la zone où les feux sont plus importants et ont une activité plus importante. Dans notre projet, les accidents de régénération, dans le fond, sont définis par l'incapacité du retour d'un peuplement qui va donner plus de 30 mètres cubes à l'hectare à 120 ans, pardon, ce qui est le seuil cartographique pour juger qu'un peuplement est productif, mais je vous rappelle que ce seuil-là est assez minimal dans le sens où, en général, en foresterie boréale, on va récolter des peuplements qui ont 70 mètres cubes à l'hectare et plus. Donc, les essences principales qu'on étudie, c'est le pin gris et l'épinette noire. Dans le territoire paludifié, ça va être mon premier exemple. Là, je vous mentionne que les travaux viennent tout juste d'être acceptés finalement hier pour publication dans le Journal canadien de recherche forestière. Donc, la paludification, très, très simplement, c'est que dans certains milieux, la matière organique, notamment des sphinx, se développe plus rapidement qu'elle n'est capable de se décomposer. Ce qui fait qu'il y a une augmentation de la matière organique au cours du temps, puis que la productivité de la forêt elle-même décroît au fil du temps. Et quand on fait de la coupe, particulièrement de la coupe d'hiver, puis que
le sol, la matière organique n'est pas perturbée, ben même si on a de la régénération, cette régénération-là a du mal à pousser et ça résulte en un accident de régénération. Donc, la forêt qui revient n'a pas la capacité de donner 30 mètres cubes et plus à l'hectare. Donc, on a regardé ce qui se passait dans un territoire qui est sous aménagement, l'unité d'aménagement 85-51, qui est située dans la ceinture d'argile, puis dont une partie est plus particulièrement sensible à la paludification. Et donc, il y a des problèmes de croissance et d'établissement dans ces territoires-là qui peuvent résulter en des accidents de régénération. Les feux dans ce territoire-là sont pas très fréquents. Un cycle de feu de 300 à 500 ans. Par contre, il en arrive, ce qui va arrêter, ce qui va demander qu'on fasse de la récupération. Et parfois, il arrive des intervalles courts qui vont eux aussi résulter en accident de régénération, donc un intervalle court entre deux feux ou entre la coupe suivie d'un feu. On a voulu tenir compte de ces deux éléments-là dans un simili calcul de possibilités. Donc, notre modèle simule la récolte, évidemment, puis on va vérifier, je vais y revenir tantôt, si en faisant l'équivalent d'un calcul de possibilité, si on est en mesure d'atteindre notre niveau de récolte planifié, si on tient compte des feux et de la paludification. Ce qu'on simule pour les feux, c'est le cycle de feu régional actuel. On simule aussi l'évolution de la matière organique au fil du temps, donc une augmentation de la quantité de matière organique qui va réduire la chance du peuplement, de donner un peuplement fermé au fil du temps. Et puis, on a des accidents de régénération qu'on simule également, qui sont dus à la paludification en fonction de l'épaisseur de la matière organique puis de la sensibilité à la paludification des sites, puis aux intervalles courts entre perturbations qui va varier selon l'âge des peuplements et selon l'espèce, donc 50 ans pour l'épinette noire et 30 ans pour le pin gris. Si les peuplements, au moment où ils brûlent, n'ont pas atteint ces âges-là, ils vont donner un accident de régénération. Notre modèle intègre le coût du reboisement, donc combien ça coûte pour planter et préparer le terrain. Puis dans ces territoires-là, ben, il faut scarifier pas mal pour préparer le terrain pour la plantation. Puis on a utilisé MERIS pour simuler les revenus générés par la récolte. Les scénarios, ben, dans un premier temps, on va comparer les scénarios qui incluent le phénomène de paludification puis le phénomène des feux, seuls ou ensemble, au scénario business as usual. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le calcul de possibilité de cette région-là, on ne tient pas compte actuellement de ces deux phénomènes dans la planification, dans le calcul des niveaux de récolte. Donc voilà, est-ce que ça change quelque chose sur un horizon de 150 ans? Et ici, dans le tableau, j'ai le scénario calcul de possibilité usuel où évidemment on maintient un niveau de récolte constant sur l'horizon de 150 ans. Donc en moyenne, on va réussir à 100% à faire notre récolte. Si on regarde l'effet du feu seul, très peu d'effet, on atteint toujours notre niveau de récolte. Et par contre, en ce qui concerne l'inclusion de la paludification ou des deux éléments ensemble, ça diminue légèrement, mais très légèrement. Donc, en termes de niveau de récolte, l'effet de ces deux phénomènes-là est relativement long à se faire sentir. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque période de 5 ans du calcul de la possibilité, on a regardé est-ce que le peuplement est ou non affecté d'un accident de régénération? S'il est affecté d'un accident de régénération, il va devenir éventuellement un peuplement ouvert si on fait rien. Et là, on regarde comment la forêt s'ouvre ou comment la superficie de forêt fermée est maintenue dans le temps. Et on voit qu'au départ, dans notre territoire, on avait 90% de forêt fermée et qu'en 150 ans,
À cause des feux, on va avoir une diminution de 3% de superficie de forêt fermée, donc une diminution relativement faible de la productivité, mais quand même présente. Mais si on regarde maintenant l'effet de la paludification ou des deux ensemble, on perdrait en 150 ans 17% de la superficie productive, ce qui est quand même considérable. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cette perte de productivité-là, qui, je vous le rappelle, est un des critères d'aménagement forestier durable, c'est-à-dire de maintenir la productivité des territoires qu'on aménage. Donc, ce qu'on va faire, c'est évaluer le potentiel de différents scénarios d'atténuation. Ici, assez simple, nos scénarios. Le premier scénario de reboisement total, donc où on appliquerait un reboisement sur l'ensemble du territoire, peu importe l'accès routier qu'on a présentement. Et dans le cas du scénario actuel, on appliquerait selon le réseau routier qui est quand même assez bien développé dans le territoire. Donc, le premier scénario, c'est le scénario où on ne fait rien. Donc, ici, vous avez en décomposition, dans le fond, un peu l'atteinte du taux de récolte, mais au cours des 30 périodes de notre simulation de 150 ans. Et vous voyez que pour les 75 premières années, on atteint notre taux de récolte, mais par contre, ça se gâte dans la deuxième partie, deuxième révolution à toute fin pratique, où là, on commence à sentir l'effet de ces accidents de régénération-là sur la possibilité et sur la capacité de maintenir notre niveau de récolte. Bien sûr, si on reboise partout, on est en mesure d'atténuer ce problème-là, puis de réduire les non-atteintes de notre planification de taux de récolte et l'accès qui donne accès à 55% du territoire, lui va nous donner un résultat qui est intermédiaire aux deux autres. Un autre élément qu'on peut regarder pour évaluer comment la productivité se maintient, c'est de regarder les volumes sur pied. Dans tous les scénarios, donc celui où on fait rien, celui où on reboise partout, puis celui où on reboise avec les accès, on voit que les premiers 25 ans, on a une diminution du volume sur pied, et ça c'est dû aux pratiques passées, mais j'ai pas le temps d'adresser cette question-là. Dans le scénario où on fait rien par la suite, on voit un regain puis une érosion graduelle du volume sur pied. Alors que si on reboisait partout, on va pouvoir augmenter ce niveau de volume sur pied au fil du temps. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que le scénario avec l'accès actuel suit le même parcours à peu près, mais ensuite se stabilise à un niveau qui est assez proche de notre niveau de départ. Donc, c'est quand même un scénario qui est intéressant. Maintenant, si on regarde ce que ça fait d'atténuer, puis en regard des coûts, je vous rappelle que si on faisait aucune mesure, on aurait une érosion de notre superficie aménagée qui est productive, là, de l'ordre de 17% à terme. Si on reboise partout, on augmenterait même un peu la quantité de forêt fermée. Et si on utilise le scénario actuel, on voit qu'on a une légère diminution puis une quasi-stabilisation. Par contre, ça a des coûts faire ça. Donc, ici, j'ai les profits, donc les redevances de la vente de bois, moins les coûts de plantation et de préparation de terrain, et une petite partie des coûts de chemin. On voit que, évidemment, le profit est supérieur si on prend pas de mesures. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si on reboise en fonction de l'accès actuel, après des dépenses sur les 60-75 premières années, 40 premières années, on voit ensuite que le scénario est à peu près équivalent en termes de profitabilité au scénario sans mesure. Mais par contre, il y a l'avantage de maintenir un pool de forêt fermée passablement plus grand que si on faisait rien.
Donc, à retenir pour cette partie de la présentation, c'est que on a des pertes de productivité qui sont prévisibles dues aux accidents de régénération. On peut en tenir compte dans les modèles qui permettent de planifier la possibilité. Le fait d'en tenir compte, mais ça peut nous permettre de prendre l'action plus rapidement. Puis le reboisement est une des possibilités pour pallier aux effets négatifs, mais les coûts importants pour le réseau routier et le reboisement nous amènent des contraintes. Puis dans le cas de ce territoire-là, ben, la solution envisageable est probablement de reboiser à proximité du réseau routier, puis peut-être de réévaluer nos niveaux de coupe pour s'assurer qu'on est durable dans nos pratiques. Maintenant, si je passe à l'autre territoire, qui est le territoire qui, lui, est soumis à des cycles de feu relativement courts, mais dans ce territoire-là, ce sont les accidents qui sont dus à des intervalles courts entre perturbations successives, donc entre coupe suivie de feu ou feu suivi de feu, et où les arbres n'ont pas le temps de reconstruire leur stock de graines convenablement pour assurer le retour d'un peuplement productif. Donc, dans ce territoire-là, on a des cycles de feu courts, à peu près une centaine d'années, pour l'actuel, puis des cycles de feu qui vont devenir encore plus courts dans le futur. Le territoire comporte à peu près 75% d'épinette noire, 25% de pin gris. Il est aménagé depuis plus longtemps au sud, puis il y a lui aussi un réseau bien développé qui donne accès à 55% du territoire. Le modèle simule aussi sur 150 ans. Encore une fois, on récolte, puis le taux de coupe et le taux de coupe actuel dans le territoire. Puis on pratique aussi la coupe de récupération après les feux, tel qu'on le ferait dans le territoire. On a simulé sous le régime actuel puis sous le régime futur, donc scénario sous le scénario le plus extrême d'émissions de gaz de CO2, qui nous donne l'extrême en termes de cycle de feu futur. Ici, comme je le disais, les accidents de régénération sont dus aux intervalles courts. Puis ici, on est allé un peu plus loin que dans le modèle précédent, c'est qu'on a évalué combien de régénération pourrait s'établir au moment du feu en fonction de la surface terrière que les peuplements ont au moment où le feu a cours. Puis encore une fois, nos accidents de régénération, ben le seuil est assez minimum, là, c'est 30 mètres cubes à l'hectare. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les problèmes dus aux accidents de régénération? Mais l'aménagiste va penser évidemment à planter. Donc, on peut planter de l'épinette noire ou du pin gris dans ce territoire-là. Et on a fait deux scénarios. Un où on a planté la même composition que ce qui avait brûlé. Et l'autre où on a planté seulement du pin gris. On a encore une fois deux scénarios d'accès routier. Un qui donne accès à 55% du territoire là, quand on met des bandes de 1 km de chaque côté des routes, ce qui est la distance à laquelle on peut aller reboiser. Puis on a envisagé une autre solution qui est la solution d'avoir de la rétention variable lors de la coupe, c'est-à-dire de garder un certain volume sur le territoire coupé, qui va nous assurer le retour d'un minimum de 30 mètres cubes à l'hectare à 120 ans, donc d'un peuplement dit productif. On voulait voir qu'est-ce que ça pouvait donner comme simulation. Et on a simulé 8 scénarios. Donc, 8 scénarios sous le régime actuel et 5 sous le régime futur. Donc, je vais essayer de décortiquer ce graphique. Comment que je prends? OK. Ici, on a le pourcentage d'accidents de régénération cumulés sur la période de 150 ans de notre simulation. Les axes vont de 0 à 20 ans ici. Et en rouge, on a les accidents de régénération cumulés si on fait de la récolte, mais qu'on fait rien pour pallier
aux accidents de régénération. Donc, on aurait 14% du territoire qui serait en accident de régénération, donc dont la superficie, si on fait rien, deviendrait non productive. Si on regarde pour la rétention variable, ben ça se situe légèrement en dessous de ce scénario-là. Si on fait de la rétention variable avec de la plantation puis des accès limités, on est dans les courbes en vert ici. Puis le scénario qui nous donne le moins d'accidents de régénération ou de perte de superficie, si on veut, productive, c'est le scénario évidemment où on récolte, puis on a accès à tout le territoire dans lequel on plante, puis on plante en plus du pain gris. Là, ben là, on le voit pas, mais il y a deux courbes ici. Il y a le pain gris et l'épinette noire. Le pain gris est l'équivalent de ce qu'il y avait au moment des feux. Il y a très peu de différence là, dans la quantité d'accidents de régénération. Ce qu'on a fait pour évaluer les choses, c'est on a développé un indicateur de productivité du territoire pour voir venir un peu plus rapidement les problèmes. Puis cet indicateur-là, bon, ici, l'axe est disparu parce que j'ai grandi ma figure, mais on a les 150 ans de simulation, puis on a le volume marchand qu'on estime. On estime à chaque période de 5 ans quel serait le volume marchand moyen de tous les peuplements du territoire productif. Donc, ce faisant, si on a un accident de régénération, puis que la forêt va devenir ouverte, elle ne pourra pas donner le volume initial à 120 ans. Et on calcule donc à chaque période de temps le volume que tous les peuplements pourraient donner s'ils se rendent à maturité. On voit donc qu'on a en moyenne 65 mètres cubes à l'hectare pour les peuplements qui sont jugés productifs, et on voit une diminution ici de ce volume moyen-là à 50%. Donc, on aurait perdu à terme 22% de la productivité. Et ça combine deux choses. Ça combine ce qu'on avait sur la diapositive précédente, qui est la superficie productive, qui est à 14%, mais en plus, les peuplements eux-mêmes qui sont encore productifs ont baissé de densité, sont devenus un peu moins productifs qu'ils étaient au début de l'assimilation, ce qui explique cet élément-là. Bon, encore une fois, si on fait de la récolte puis qu'on plante du pain gris partout, ben on réduit cette diminution-là de productivité, mais on a quand même une légère baisse, mais c'est le scénario qui réduit le moins la productivité. Puis la rétention variable avec la plantation, selon l'accès actuel, nous donne quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Maintenant, si on regarde les revenus moins les dépenses, donc les profits, ici on a les revenus de la récolte, mais de la récolte normale, disons, mais aussi de la récolte de la coupe de récupération. Puis pour les dépenses, on a le coût de la plantation puis les coûts de la construction des chemins. Et on voit que les scénarios profitables les plus profitables à terme sont les scénarios où on ne fait que de la récolte sans la plantation. C'est bien évident, on n'a pas de dépenses. Les scénarios de récolte avec plantation ou de rétention variable ont de légers profits. On ne voit pas très bien, je m'excuse, sur la diapo pour la première centaine d'années, puis ils sont à peu près even à la fin, tandis que le scénario où on fait de la récolte traditionnelle puis qu'on plante partout, ben eux sont plus coûteux, donc les revenus vont être inférieurs aux dépenses dans ce scénario-là. Un autre élément intéressant à regarder, c'est un peu la superficie, donc l'effet de nos actions sur la vulnérabilité aux prochains accidents de régénération. Fait ici, on a à chaque période de 5 ans les superficies qui sont vulnérables
aux accidents de régénération future, c'est un peu comme si on se disait, OK, si tout le territoire brûlait cette année ou dans cette période de 5 ans, combien de peuplements auraient des problèmes de régénération. Fait que ça nous permet aussi d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Donc, les axes vont de 15 à 25 mais on voit que pour la coupe traditionnelle, avec ou sans plantation des espèces présentes avant les perturbations, bien, on a quand même un peuplement sur 5, dans le fond, qui est vulnérable aux accidents de régénération. Si on utilise la rétention variable avec ou sans plantation d'épinette noire, puis un accès limité, bien, on est un peu mieux qu'avec la coupe traditionnelle en termes de vulnérabilité face aux prochaines perturbations. Ici, ben, avec plantation de pin gris, puis la coupe traditionnelle a un accès limité, on s'améliore. Ce qui est assez intéressant, c'est que la rétention variable avec des plantations de pin gris, là où on a un réseau routier, maintient, disons, le niveau de vulnérabilité relativement bas et est meilleur que tous les autres scénarios, sauf celui où on ferait de la plantation partout avec du pin gris. Par contre, ben, bien évidemment, tout ça a des coûts. Donc, à retenir, perte de productivité prévisible due aux accidents de régénération. Ici, ce qu'on montre, c'est une double érosion, si on veut. On risque de perdre des superficies productives, mais aussi on risque de perdre de la productivité au sein des peuplements qui sont productifs. De plus, tous les scénarios qu'on a envisagés résultent en une perte, une érosion. C'est vraiment dû au feu qui arrive à de courts intervalles, soit après un autre feu ou après la coupe. Le scénario avec plein accès au territoire puis des plantations de pin gris aurait les moins grandes pertes, mais a quand même un coût important en termes d'établissement de réseau routier et de frais de plantation, de préparation de terrain. La coupe de rétention avec plantation, c'est un intermédiaire entre les deux, mais qui est intéressant en termes de profitabilité, puis qui est moins vulnérable aux feux qui s'en viennent. Donc, je vous avais pas parlé beaucoup de changements climatiques, parce que dans le fond, les scénarios que je vous montre sont basés sur ce qui se passe maintenant, mais avec les changements climatiques, on sait qu'il va y avoir vraisemblablement plus de feux. Donc, comme je vous le disais, actuellement, le cycle de feu est d'à peu près 1% par année. Dans le futur, ben, ça pourrait aller jusqu'à un peu plus de 3 fois plus. Et ce qu'on a simulé dans notre simulation, c'est une augmentation progressive du cycle de feu, là, ici illustré avec le trait rouge, là, où les superficies annuelles brûlées augmentent au fil du temps pour les 100 premières années, puis ensuite se stabilisent au niveau qu'on projette sous le scénario 8.5 en 2100. Donc, le même genre de graphique ici, les pertes de superficie dues aux accidents de régénération. Donc, on a les accidents de régénération cumulés au fil du temps. On pourrait, si les scénarios de feu futurs se révèlent, perdre 35% de la superficie productive si on fait rien pour pallier à ces éléments-là. Et si on plante partout, ben, on aurait quand même une perte minimum de 7% là, ici pour le scénario où on plante du pin gris et dans la barre un petit peu plus haute où on planterait les espèces qui étaient présentes avant les perturbations. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la productivité du territoire? Ben, on risque de perdre passablement et là, ben, d'avoir non seulement perdu des superficies comme je vous l'indiquais en haut, mais perdre également la productivité au sein des peuplements qui sont productifs. Encore une fois, la rétention est intermédiaire aux autres scénarios, puis le maximum
qu'on pourrait éviter de perdre dans ces scénarios-là, c'est en faisant de la récolte normale, des plantations de pin gris, avec accès total au territoire pour la plantation. Maintenant, pour ce qui est de la profitabilité, ben là, c'est assez drastique. Scénario de récolte ou de rétention variable sans plantation seraient les seuls scénarios qui seraient profitables à long terme. Et puis, ben, les coûts explosent si on fait de la plantation partout avec un accès global. Si on fait la même proposition de regarder quels sont les effets de nos actions sur la vulnérabilité future, ben là, on a toujours les superficies qui sont vulnérables aux accidents de régénération à chaque période de 5 ans. Ici, mon axe va de 15 à 45%. Puis encore une fois, le scénario de rétention variable avec plantation de pin gris, là où l'accès est limité, est assez intéressant. La même question qu'on peut se poser aussi, c'est que aller faire des plantations, ça a un certain coût. Et ces plantations-là, est-ce qu'elles vont se rendre à maturité dans un contexte où on est dans un territoire qui brûle passablement, là, où il y a 1% du territoire qui brûle à chaque année? Donc, on a regardé un peu quelle était la probabilité qu'une plantation brûle avant qu'on puisse la récolter. Et puis, c'est pas rouge comme scénario. Il y a à peu près seulement une chance sur 3 qu'on puisse récolter quand on a planté l'épinette noire, puis une chance sur 2 pour le pin gris sous le régime de feu actuel. Puis dans le contexte du régime de feu futur, ben là, c'est vraiment très peu probable que les plantations arrivent à terme. Donc, c'est aussi une façon d'évaluer un peu est-ce que nos investissements ont une bonne chance d'être rentables dans le futur. Donc, en résumé, sous le régime de feu futur, une perte de productivité qui serait encore plus accentuée pour 2 raisons, des pertes de superficie productive si on fait rien, mais aussi une perte de productivité au sein des peuplements. Le scénario avec plein accès, il y aurait un coût qui explose, tandis que les scénarios de rétention variable sont plus avantageux et moins vulnérables au retour des feux dans le temps. Malheureusement, les plantations ont très faible chance d'arriver à terme. Donc, si le régime de feu futur se concrétise, puis qu'on refaisait, par exemple, l'analyse de la limite nordique, il se pourrait bien que ce territoire-là, on juge que c'est très difficile d'y faire de l'aménagement forestier durable. Donc, en résumé, les accidents de régénération sont peu pris en compte dans la planification de l'aménagement forestier, puis leurs impacts peuvent être longs à détecter, mais on a des modèles, on a des moyens de les voir venir, puis les voyant venir, on peut mieux planifier ce qui pourrait être fait en utilisant des scénarios pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être fait et qu'est-ce qui pourrait être rentable de faire pour éviter ce genre de problème-là. Parce que, comme je vous rappelle, un des critères d'aménagement durable, c'est le maintien de la productivité des aires qu'on aménage. Les plantations, c'est une des façons de pallier à ces accidents de régénération-là, mais c'est pas la seule façon. La rétention variable, par exemple, comme on l'a montré, peut être un élément où on sacrifie, dans le fond, un peu de volume à récolter, mais qui permet d'assurer le retour d'un peuplement productif gratuitement à côté de ce coût de laisser ce volume-là. Puis quand on le regarde à long terme, c'est combiné avec le fait de reboiser à proximité des chemins, ça semble une avenue intéressante. Puis la rétention variable peut peut-être je sais pas trop quoi faire. Je vais refuser, on en parlera tantôt, la rétention variable combinée au reboisement après feu serait intéressant, puis il y a peut-être des avantages écologiques également.
Puis je semble pas être capable de bouger ma présentation. Je pense que j'étais pas mal rendue à la fin. Alors voilà, je redonne la parole à mon collègue. Merci Sylvie. Je vais passer le rôle d'animateur à Louis maintenant. C'est bon. Normalement, vous devriez voir notre présentation. C'est beau, Louis. Ça confirme, c'est bien. Bon, ben, merci tout le monde. Excellente présentation, Sylvie. Bien l'apprécier. On va changer par contre de la perturbation pour parler davantage de la tordeuse et de ses impacts potentiels sur la composition future de la forêt boréale. Cette présentation-là, bon, bien que c'est moi qui présente, j'ai beaucoup de collaborateurs, dont Maryse Martin qui est derrière beaucoup des analyses qui sont présentées dans cette présentation-là. Deepa Pereshwaran qui, elle, travaille beaucoup sur la dynamique de l'insecte, comment il va s'adapter au climat futur. David Correa, sa contribution est sur le développement de modèles de phénologie des hôtes de la tordeuse qui nous ont permis de voir comment ça va changer dans le temps. Et finalement, Mathieu Bouchard, anciennement du ministère des Forêts et Fonds et Parcs, maintenant à l'Université Laval, qui, avec ses collègues, est derrière le modèle de simulation qu'on a utilisé pour voir les effets sur la composition. Donc, la présentation va se diviser en trois principales sections. Dans la première, je vais aborder comment les changements climatiques affectent la distribution de la tordeuse des bourgeons d'épinette et aussi la phénologie de la tordeuse et de ses hôtes. Ça va être à travers des modèles qui ont été développés par différentes personnes et aussi des expériences qu'on a fait sur le terrain ou en milieu contrôlé à la forêt de notre quartier. Donc, tout ceci a servi ou a permis de générer des hypothèses qui vont être abordées par la suite. Donc, dans la deuxième partie, je vais parler des effets. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, je pense. Si vous pourriez le fermer, s'il vous plaît. Dans la deuxième partie, je vais aborder les effets des changements climatiques sur la vulnérabilité de la forêt boréale aux épidémies de la tordeuse, donc à travers un modèle statistique. Et finalement, dans la troisième partie, je vais aborder les effets de différents scénarios qui incluent des changements climatiques et les régimes de perturbation, donc avec incitant davantage sur la tordeuse, pour voir les effets sur la composition des paysages forestiers futurs. Ça va être abordé avec un modèle de simulation. Je vais terminer avec des conclusions et certaines perspectives. Donc, première partie. Donc, ce qu'on sait, c'est que le climat change, puis de plus en plus, il y a des impacts sur les plantes et les insectes qui sont documentés à travers le monde, mais surtout dans les hémisphères nord. D'une part, ce qu'on observe, c'est que la distribution et l'abondance des espèces, principalement les espèces qui sont très mobiles comme les insectes, a tendance à se déplacer beaucoup plus vers le nord. Il y a des études qui montrent qu'il y a des avancées pour certains insectes de l'ordre de centaines de kilomètres. Donc, des insectes atteignent des écosystèmes qui, au préalable, n'étaient pas nécessairement affectés par ces insectes-là, donc qui pourraient avoir des effets quand même importants sur les écosystèmes futurs. En plus de la distribution et de l'abondance, il y a aussi la phénologie et le synchronisme phénologique qui risquent d'être affectés. La phénologie, ici j'entends la récurrence dans la saisonnalité d'événements biologiques, comme par exemple la floraison de plantes, l'émergence d'insectes au printemps, migration d'oiseaux, débourrements, il y a plein d'exemples. Puis encore là, il y a beaucoup d'études qui démontrent que ces événements-là sont devancés dus au changement climatique, mais pas nécessairement à la même vitesse, dû au fait que les signaux climatiques qui engendrent cette saisonnalité va varier selon les espèces. Et donc, ce que ça peut engendrer, c'est, dans certains cas, un asynchronisme phénologique. Par exemple, un insecte peut émerger plus tôt que la plante qui va normalement polliniser,
ce qui va faire que quand il va sortir, ben, la plante ne sera pas en fleurs pour être pollinisée. Donc, ça crée un asynchronisme phénologique qui peut avoir des conséquences sur la biodiversité à long terme. D'autre part, il y a des études qui montrent qu'il y a des espèces, par exemple de pestes, qui, elles, vont s'adapter à des nouveaux hôtes parce qu'ils vont s'adapter à la phénologie de nouvelles espèces et causer des dommages plus importants chez ces individus-là, ou chez ces espèces-là. Donc, tout ceci va affecter les régimes de perturbation et pourrait modifier l'ampleur et la sévérité, entre autres, des épidémies d'insectes. Puis, également, ça va affecter la réponse de la forêt. Puis, il y a déjà des travaux en Scandinavie, dans le nord de la Norvège, qui montrent qu'un défoliateur du bouleau a augmenté la sévérité de ces épidémies-là a augmenté, puis fait en sorte que les forêts anciennement dominées par le bouleau, quoique ce sont des forêts qui sont relativement ouvertes, sont maintenant, ou certaines deviennent de plus en plus ouvertes et atteignent un nouvel état de résilience. Donc, ces changements-là dans les régimes de perturbation peuvent avoir des conséquences assez importantes sur les écosystèmes forestiers. Première section. Donc, la prédiction des changements climatiques sur la distribution, en mettant l'emphase sur la tordeuse, quels pourraient être les impacts sur les épidémies futures? Les modèles qui ont été développés, entre autres, par David Gray au milieu des années 2000 montrent que les épidémies pourraient être plus longues et avec 15% de plus de défoliation. Donc, les épidémies plus sévères en bout de ligne. Travaux de Régnard, comme on voit ici dans la figure, eux ont montré que l'insecte, la tordeuse, avec le climat qui va devenir plus favorable à son développement vers le nord, donc va commencer à migrer tranquillement vers le nord et atteindre des plus hautes altitudes aussi. Donc, les environnements qui sont aujourd'hui où la tordeuse est exclue vont devenir des environnements plus propices au développement de la tordeuse. Puis, Perez-Warren a montré, ou en tout cas émis l'hypothèse, que ceci pourrait occasionner, entre autres, une vulnérabilité accrue de l'épinette noire à la tordeuse, dû au fait que la tordeuse va migrer plus vers le nord et donc dans des écosystèmes où l'épinette noire est beaucoup plus dominante. Au niveau des impacts des changements climatiques sur la phénologie des plantes, dans ce cas-ci, le débourrement des hôtes de la tordeuse, le sapin gommier et l'épinette noire, on fait des suivis sur la côte nord du débourrement de ces espèces-là depuis plusieurs années, depuis 5 à 6 ans. Puis avec ces données-là de débourrement, on était capable de construire un modèle de débourrement qui nous aide à prédire le débourrement, qui est principalement associé à des variables climatiques. La principale variable qui rentre dans notre modèle pour prédire le débourrement, c'est le cumul de degrés jour au-dessus de 0 degré Celsius au printemps. Donc, c'est la variable qui est la plus explicative dans notre modèle. Et comme on couvre un certain degré de latitude, il y a aussi la photopériode qui est associée à la longueur de la journée, qui est un autre facteur qui explique beaucoup la période de débourrement. Puis, dans une moindre mesure, il y a le cumul de degrés jour sous 0 degré Celsius pendant la saison hivernale qui est associé à la dormance des bourgeons. Donc, le modèle a été développé sur la côte nord. On a contacté différentes personnes pour obtenir des données de validation, parce qu'il y a des gens ailleurs, comme par exemple Sergio Rossi en Abitibi, pas en Abitibi, mais sur Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui nous ont fourni des données pour qu'on soit en mesure de valider notre modèle, puis notre modèle fonctionne relativement bien. Donc, avec ça, par la suite, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser un scénario de changement climatique intermédiaire, le RCP 4.5 que je vous présente ici, pour voir quel pourrait être l'effet des changements climatiques sur le débourrement des arbres. Ce qui est présenté ici, c'est la différence de débourrement en termes de jours entre la période historique, donc de 1980 à 2010, moins les valeurs prédites par le modèle de scénario climatique. Plus on arrive dans les couleurs foncées, donc plus il y a un décalage entre la période historique et la période sous RCP 4.5 dans ce cas-ci, pour atteindre dans des périodes plus extrêmes, plus de 20 jours de débourrement, c'est-à-dire que dans le futur, les sapins et les épinettes noires pourraient débourrer jusqu'à 20 jours plus tôt. Donc, globalement, ce qu'on voit
avec l'évolution de la période, c'est le débourrement, en général, pour les deux espèces, est plus hâtif et va avoir tendance à s'accélérer avec le temps. Mais ce qu'on voit aussi, ce qui est encore plus significatif, c'est que l'épinette noire, Psilla mariana, débourre beaucoup plus hâtivement que le sapin baumier. Donc, répond à des signaux climatiques de façon plus importante, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir un rapprochement phénologique entre le débourrement de l'épinette noire et le débourrement du sapin baumier. Et ça pourrait avoir des conséquences importantes sur la vulnérabilité de l'épinette noire à la tordeuse. Parce que ce qui fait que l'épinette noire échappe à la tordeuse, c'est vraiment le fait qu'il débourre beaucoup plus tard et donc qui est moins synchrone avec l'émergence des larves de tordeuse au printemps. On a poussé cette expérience-là dans un milieu contrôlé où on a fait une expérience où on simule le réchauffement climatique sur la performance de la tordeuse et la phénologie de ses hôtes. Donc, ce qu'on a fait, cette expérience-là est faite à Valcartier. On a commencé ça en 2014 où on a planté des semis de sapin baumier et d'épinette noire dans des unités expérimentales qui ont une superficie d'environ 4 mètres carrés. Il y a à peu près une trentaine de semis qui sont plantés de chacune des espèces, puis on a 24 de ces unités-là. La moitié des unités est chauffée. On augmente la température de l'air ambiant. On contrôle toujours la température de l'air ambiant pour qu'elle soit donc 2 degrés Celsius dans les chauffés au-dessus de la température de l'air ambiant. Ce qui fait en sorte que à partir du mois de mai, du début du mois de mai jusqu'à la fin du jusqu'au milieu du mois d'octobre, nos traitements chauffés sont toujours maintenus 2 degrés plus chauds que l'air ambiant. On a regardé comment ce chauffage-là affectait d'une part la phénologie du débourrement et d'autre part comment ça affectait le développement de la tordeuse, des insectes, parce qu'on a introduit des tordeuses aussi sur certains individus dans ces unités-là. On commence par regarder l'effet du réchauffement sur la phénologie du débourrement. Ben, tout d'abord, ce qu'on a ici sur l'axe des X, c'est les jours juliens. Et sur l'axe des Y, ce qui est représenté, c'est les différents stades de débourrement. Donc, stade 1 avec un débourrement à peine commencé, au stade numéro 4, dans ce cas-ci, où on perçoit le bourgeon qui commence à apparaître. On a pris le stade 2.5 comme stade de référence, car c'est le stade qui correspond, le stade moyen qui correspond à la période à laquelle l'émergence de la tordeuse va permettre une meilleure survie. C'est-à-dire que si, par exemple, avec les données de Biosim, ce qu'on a fait pour la période de Valcartier, la station de Valcartier, on a dit d'une année à l'autre, l'émergence de la tordeuse va arriver à différentes périodes, puis c'est simulé à partir des données de Biosim, fait que les larves étaient introduites sur les individus de sapin et d'épinette noire à cette période-là. Et ce qu'on sait dans la littérature, c'est que quand les larves, pour avoir une meilleure survie, peuvent passer 3 semaines sans nécessairement se nourrir, jusqu'au moment où les bourgeons vont atteindre le stade 2.5. Fait qu'en général, ce qu'on voit, cette ligne-là, sauf une fois ici pour les épinettes noires, les tordeuses sont capables de survivre sur les individus, qui sont chauffés ou non. On a ici les sapins baumiers en ligne tiretée et les épinettes noires en ligne pleine. Les individus chauffés sont sur couleur orangée et les individus non chauffés sur couleur bleue. Donc, ce qu'on voit essentiellement, c'est que le chauffage va entraîner un débourrement plus hâtif des deux espèces. Mais par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que bien que le débourrement est plus hâtif, il y a un rapprochement phénologique qu'on voit ici entre les individus chauffés, entre les sapins et les épinettes noires, comparativement aux individus qui sont dans les environnements qui sont pas chauffés. Donc, ce que ça fait, comme je vous ai montré avec le modèle de phénologie, on voit qu'il y a un rapprochement phénologique entre le sapin et l'épinette noire dans les environnements chauffés. Si on regarde maintenant l'effet du réchauffement sur le développement des larves de tordeuse, on a en axe des Y ici
les différents stades larvaires de la tordeuse. On a en axe en axe des X, en axe des Y, on a les jours juliens. Donc, puis on a nos deux espèces ici, Piscium mariana et Alias balsamea. Ce qui est en rouge plus foncé, c'est les unités chauffées et nos témoins, donc les unités qui sont non chauffées. Ce qu'on voit, c'est que le développement des larves et des pupes est beaucoup plus hâtif sur les traitements qui sont chauffés. Puis on a fait les analyses statistiques au niveau des pupes. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence significative entre les unités qui ont été chauffées comparativement aux témoins. Puis ça, c'est observé autant chez les sapins que chez les épinette noirs. Il y a une autre chose que je présente pas ici, mais sur la performance de l'insecte, qui, elle, a été mesurée en termes de poids des pupes. Donc, plus les pupes sont lourdes, plus on considère que la performance est meilleure. Puis, dans ces cas-ci, autant chez les unités qui ont été chauffées que chez les unités non chauffées, le poids des pupes ne différait pas significativement. Donc, ça veut dire que les larves de tordeuse performent aussi bien dans les environnements chauffés que les témoins. Mais également, il n'y a pas de différence significative non plus entre les espèces. C'est-à-dire que la tordeuse semble aussi bien performer sur le sapin que sur l'épinette noire. Donc, le constat qu'on fait avec l'expérience du T-Face, c'est d'une part qu'il y a un rapprochement du débourrement entre l'épinette noire et le sapin brommier dans les unités chauffées. Puis ce rapprochement phénologique-là est de l'ordre d'à peu près 2 à 4 jours, tout dépendant des années, parce qu'il y a une variabilité. Plus les années sont chaudes, moins il y a de rapprochement. Plus c'est froid, plus il va y avoir de rapprochement associé à l'augmentation de la température. D'autre part, ce qu'on voit, c'est que le développement de la tordeuse est plus rapide dans les unités qui sont chauffées que dans les témoins, mais qu'il n'y a pas de différence entre la performance des larves qui sont élevées soit dans les unités chauffées ou entre les espèces. Les implications de ça, d'une part, ce qu'on voit, c'est que si on fait un constat de ces expériences-là, c'est que le climat va rendre plus favorable le développement de la tordeuse plus au nord dans le futur. Le développement va être plus hâtif et l'écart entre le sapin et l'épinette noire semble vouloir être réduit de façon importante avec le réchauffement climatique. Ce qui va faire qu'il risque d'y avoir un meilleur synchronisme phénologique entre la tordeuse et le développement de l'épinette noire. Et comme la tordeuse performe bien sur l'épinette noire, ça pourrait engendrer le fait que les PSR deviennent avec le temps beaucoup plus vulnérables aux épidémies de tordeuse. Deuxième section, les effets des changements climatiques sur la vulnérabilité de la forêt aux épidémies de la tordeuse. Donc, ce qu'on a fait dans ce cas-ci, c'est que on a développé un modèle statistique afin de prédire la probabilité d'épidémies légères et sévères, donc associées à la mortalité au sein des peuplements, à partir de l'information écoforestière. On a pris pour construire notre modèle, on a pris la référence qui était l'épidémie, la dernière épidémie du 20e siècle, donc qui s'est déroulée en 1966 et 92. On a pris les données de CIFAR. Premier inventaire, on constituait les variables prédictives, donc pour pouvoir prédire l'épidémie légère et l'épidémie sévère. Et deuxième et troisième décennale, les mêmes cellules nous ont permis d'obtenir notre variable prédictive. Donc, si les peuplements avaient subi une épidémie légère ou une épidémie sévère. On les a combinés parce que il n'y avait pas assez d'épidémies sévères. Donc, essentiellement, le modèle, c'est la probabilité d'épidémie sévère ou légère qui va être une fonction de l'essence dominante qui a été extraite à partir du premier inventaire, de l'âge du peuplement, et on a une variable associée au paysage forestier, donc qui va être si notre cellule cible est entourée de feuillus. Donc, la proportion de feuillus à proximité de notre cellule va être une variable qui entrait quand même assez fortement dans le modèle. Puis, on a l'indice de tordeuse de Régnière qui est basé sur des données climatiques. Donc, c'est la seule variable dans ce cas-ci qu'on va faire changer dans le temps. Puis, il y a aussi le dépôt de drainage qui est entré dans notre modèle. Donc, maintenant, une fois qu'on a développé notre modèle, on a voulu l'appliquer aux conditions futures.
On a commencé par l'appliquer à la période épidémique qui a cours présentement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris comme variable prédictive la composition forestière au début des années 2000, donc qui était à peu près la composition à laquelle la forêt faisait face au moment du déclenchement de l'épidémie. On a pris l'âge des peuplements, le dépôt, les autres variables qui rentraient dans le modèle. Puis encore là, on a pris l'indice de tordeuse de Vignard, donc qui est basé sur le climat associé au développement de l'insecte. Puis c'est la seule variable qu'on a fait varier dans notre modèle pour voir comment, par exemple, dans ce cas-ci, le climat des années 65-76, donc qui est associé à l'épidémie de tordeuse, au déclenchement de l'épidémie, de la dernière épidémie du 20e siècle, se comparait au climat qui avait cours au moment du déclenchement de l'épidémie actuelle. Donc, on voulait voir, est-ce qu'il y avait déjà une différence qu'on pouvait observer associée au climat. Puis ici, ce qu'on présente, c'est la différence entre les deux. Donc, ce qu'on voit ici sur le modèle, pour les résultats, c'est que plus les couleurs sont jaunes ou orangées, plus la probabilité de mortalité est grande. Puis plus c'est vert ou bleu, ben vert, en fait, c'est comme une probabilité à peu près nulle. Puis quand on tombe dans les teintes de bleu, comme ici, là, on tombe dans une probabilité négative. Donc, ce qui fait que la probabilité qu'il y ait une épidémie tordeuse diminue fortement. Donc, ce qu'on voit essentiellement, si on utilise l'indice de tordeuse à partir des données climatiques de 2003-2014, il semble qu'au nord, il y a une probabilité accrue de mortalité. Donc, augmentation de la vulnérabilité de la forêt à la tordeuse. Si une épidémie de tordeuse qui va là, mais il y a une plus grande probabilité qu'il y ait de la mortalité. Puis quand on regarde la différence, on voit vraiment que c'est plus vers le nord qui risque d'y avoir une augmentation de la probabilité de tordeuse, tandis que vers le sud, ça va avoir tendance à diminuer. Maintenant, si on applique ces résultats-là à différents scénarios climatiques, donc d'un scénario RCP 2.6 plus optimiste vers le plus pessimiste, puis qu'on regarde comment la probabilité d'épidémie va être affectée par tout ça, on voit avec un scénario, ici j'ai simulé deux périodes, période 2011-2040 et 2041-2070. Ce qu'on voit au début, pour la première période, bon, il semble pas y avoir beaucoup de différence entre les différents scénarios parce qu'il y a comme une inertie probablement dans le changement climatique. Mais on voit quand même que c'est beaucoup plus vers le nord, puis surtout vers l'est du Québec, que la probabilité de mortalité va avoir tendance à augmenter de façon importante. Par contre, quand on s'en va dans la période plus lointaine, 2041 à 2070, ce qu'on voit, c'est sous le scénario le plus optimiste, que la probabilité va se maintenir dans le reste du Québec et un peu à l'ouest. Mais par contre, dans les scénarios les plus pessimistes, on va avoir tendance à voir l'effet de la tordeuse, du moins dans la forêt commerciale, la probabilité de mortalité diminue sensiblement parce que le climat va devenir potentiellement très défavorable au développement de l'insecte. Donc, les constats qu'on fait avec ceci, le climat actuel, si on compare au climat qui avait cours avec le déclenchement de la dernière épidémie au 20e siècle, semble être beaucoup plus propice à l'augmentation de la vulnérabilité de la forêt à la tordeuse, et ça plus au nord. Puis ça, c'est surtout dans l'est de la forêt boréale. Les scénarios climatiques les plus sévères tendent à exclure la tordeuse si le synchronisme phénologique ne change pas. Parce que ça, c'est sûr que ce modèle-là tient uniquement compte que la vulnérabilité la vulnérabilité de l'épinette noire va demeurer la même. Par contre, s'il y a un synchronisme phénologique qui commence à se réduire entre la tordeuse et entre l'émergence de la tordeuse et le débourrement de l'épinette noire, cette situation-là risque de changer. Et donc, puis aussi, pour ce qui est de l'adaptation de la tordeuse, parce que la tordeuse, comme elle génère beaucoup d'individus en période épidémique et même en période endémique, il y en a quand même pas mal. On les voit moins. Puis, c'est des générations annuelles qui sont produites. Elle a quand même une possibilité de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, d'une part, mais aussi de s'adapter à la phénologie d'épinette noire si elle se retrouve si elle a des plus grandes chances de survivre dans les plus au nord où l'épinette noire domine. Donc,
mais cette adaptation-là va être aussi liée à l'ampleur du réchauffement. C'est sûr que dans des situations que le réchauffement va se produire relativement rapidement puis de façon extrême, la probabilité d'adaptation risque d'être réduite. Deuxième partie, donc, parler de l'effet de scénario changement climatique et de perturbations sur la composition future des paysages fossiles, avec du modèle de simulation qui a été développé par les gens de la DRF. J'ai utilisé ce modèle-là, comparativement à ce que Yann a présenté récemment avec, c'est que c'est un modèle qui simule les processus écologiques et physiologiques de façon ce qui permet de comme le temps machine qui est requis pour produire ces scénarios-là est beaucoup moins que ce que l'ANSYS peut faire. Ça nous permet de modéliser plusieurs scénarios. Puis c'est ça qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui peut permettre de générer des hypothèses. C'est pas nécessairement, faut pas trop s'attarder à l'importance du résultat en soi, mais c'est les questions qui peuvent sortir après ça, tout ça. Mais bref, ce modèle-là, c'est un modèle de dynamique du paysage. Donc, c'est un modèle à l'échelle du paysage qui va simuler la succession forestière. Puis ça repose sur des probabilités de transition qui sont déduites à partir d'enveloppes climatiques historiques et des dépôts de surface. Essentiellement, il y a 5 espèces qui sont simulées. Le sapin brunier, l'épinette noire, le peuplier faux-tremble, l'érable à sucre, qu'on verra pas beaucoup parce qu'on modélise ce qui se passe en forêt boréale commerciale, le bouleau jaune et autres espèces qui vont inclure... En fait, ces 5 espèces-là représentent à peu près 75% des espèces qui dominent les peuplements forestiers sur le territoire. Puis dans les autres, ben il y a des espèces intolérantes comme probablement du pin gris et d'autres certaines autres espèces qui pourraient éventuellement prendre de l'ampleur. Puis il y a aussi le non-forestier qui est surtout la forêt boréale. Structure du modèle. Tout d'abord, c'est un modèle à l'échelle du paysage que je mentionnais. On modélise à un niveau quand même qui est grossier, mais qui nous permet de modéliser sur tout le territoire du Québec au complet. Je pense que Mathieu l'a fait pour tout le territoire. Nous, on se concentre sur la forêt boréale commerciale. Mais bref, c'est des cellules de 2 km par 2 km. Puis, le peuplement qui est au centre de cette cellule-là, avec donc toutes les conditions forestières. Donc, qui vont nous permettre d'avoir l'état de la forêt. Les conditions initiales ont été déterminées à partir des derniers inventaires forestiers, donc à peu près 2010. Donc, l'état de la forêt. Après ça, on va déterminer les scénarios climatiques qu'on va modéliser, soit le scénario historique. Dans notre cas, on a pris aussi le scénario RCP 4.5. On va déterminer nos hypothèses d'aménagement forestier parce que ça inclut aussi l'aménagement forestier. Donc, les coupes forestières sont inclus dans les simulations. Les périodes épidémiques vont être déterminées à ce moment-là. Par la suite, on va déterminer les scénarios de brûlage. Par la suite, il y a le module des perturbations qui va être enclenché. Donc, les feux, les épidémies d'insectes, il y a un calcul de possibilité forestière qui va être fait par l'unité d'aménagement. On n'en parlera pas nécessairement dans cette présentation-ci, mais c'est quelque chose qui est utilisé. Par la suite, le module de coupe de récupération, s'il y a eu perturbation, va être enclenché et les coupes restantes vont être pris en compte puis faites par l'unité d'aménagement. Suite aux perturbations, on va modéliser la succession forestière. Donc, s'il y a eu perturbation, on va initier le retour post-perturbation, donc avec l'espèce qui va prendre la dominance selon les conditions climatiques et le type de dépôt qui prévalent. Puis, s'il n'y a pas eu de perturbation, mais encore là, selon le type de dépôt et la température, le régime de température et de précipitation, on va projeter la probabilité que le peuplement soit se maintienne ou transite vers une autre dominance. Les perturbations, c'est quand même simplifié, c'est modélisé en 4 grandes zones qui sont basées sur des régimes de feu qui avaient cours historiquement sur la période de 1800 à 2000. Donc, 4 grandes zones, donc régime de perturbation plus court à régime de perturbation beaucoup plus de feu plus long.
Au sein de ces zones-là, chaque peuplement a la même probabilité de brûler, puis la taille des feux va refléter la distribution historique des feux qu'on observe. Donc, il va y avoir une sélection aléatoire qui va être faite, puis on va associer une taille à chacun des feux. Puis, dans un scénario de changement climatique, le nombre de feux va augmenter de 2,5% par pas de simulation. Les simulations sont faites sur une période de 5 ans, fait qu'à chaque 5 ans, le nombre de feux va augmenter de 2,5%. Pour ce qui est des coupes, il y a des contraintes qui ont été établies. C'est seulement les coupes peuvent survenir seulement dans les peuplements matures, donc de 80 ans et plus. Il y a une contrainte qui est à l'aménagement soutenu. Puis aussi, il y a une autre contrainte qui impose de maintenir 20% de forêt mature dans les unités d'aménagement en tout temps. On a rajouté, nous, au modèle, des scénarios pour modéliser l'impact de la tordeuse. Dans le premier scénario, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, donc ici, on a la probabilité qu'il y ait une épidémie, une probabilité de mortalité, selon le taux de croissance potentiel de la tordeuse associée à la biocine de ce que Jean Crémière a développé. Donc, on est ici pour le sapin baumier, donc l'espèce la plus vulnérable, donc peuplement plus vulnérable, si dominé par le sapin baumier, ben, quand on tombe dans une zone optimale de son développement, ben, la probabilité de mortalité ou d'épidémie va être plus grande. Tandis que pour l'épinette noire, la probabilité est plus faible dû au fait que, à cause du décalage phénologique, mais quand on va tomber dans une zone climatique où la tordeuse peut se développer, ben, la probabilité va quand même augmenter. Donc, scénario peut-être moins catastrophique. On a migration de la tordeuse au nord, mais on n'a pas d'adaptation de l'épinette noire à la phénologie. Donc un meilleur synchronisme. Scénario B, un peu plus catastrophique, où il y a une adaptation progressive de la tordeuse à la phénologie de l'épinette noire, ce qui fait qu'avec le temps, donc la première épidémie, ça va être la même chose que pour le scénario A, mais après ça, la phénologie de la tordeuse, de l'épinette noire et de la tordeuse vont avoir tendance à être plus synchrones, ce qui va faire augmenter la probabilité d'épidémie si la tordeuse est dans des conditions idéales pour se développer. Puis le scénario le plus catastrophique, mais il n'y a plus de différence entre ce qui se passe pour le sapin et pour l'épinette noire. Donc, juste un retour sur la succession forestière, comment elle est modélisée au niveau du climat. Il y a deux options. Si le climat ne devient plus optimal, parce avec le changement climatique, les enveloppes climatiques historiques où l'espèce était où le climat était optimal pour le développement de l'espèce peuvent changer. Dans ce cas-ci, il y a deux options. C'est que la première option deux options qu'on a modélisées. La première avec persistance, et on a inclus une migration courte parce qu'il y a une possibilité de migration d'une cellule à l'autre. Fait qu'on a considéré une migration courte dans notre cas. Avec persistance, ça veut dire que l'espèce dominante va être graduellement remplacée par d'autres qui sont mieux adaptés au climat. Mais ça va se passer seulement s'il y a une probabilité de transition associée à la succession ou s'il y a une perturbation. S'il y a une perturbation, l'espèce qui était dominante, qui est plus adaptée, va disparaître. Mais quand même, ça procure une certaine inertie dans la composition de notre système, ce qui fait que les conditions sont peut-être moins optimales au sein maintien, elle va quand même se maintenir pendant un certain temps. Et dans un scénario sans persistance, l'espèce étant physiologiquement capable de se maintenir, elle va être remplacée beaucoup plus par une espèce qui peut mieux se maintenir. Donc, si on regarde maintenant à l'échelle de la forêt boréale, avec un scénario 4.5, puis ici, ce qu'on modélise, c'est il y a autant les feux, les coupes et 3 scénarios de tordeuse qui sont présentés ici. Donc, on a le scénario le moins catastrophique, donc qui se maintient à peu près avec ce qu'on observe présentement. Le scénario B, comme je vous ai montré, avec une progression de la sévérité des épidémies dans l'épinette noire, puis le scénario C où la même probabilité pour les peuplements dominés par le sapin et l'épinette noire va avoir cours. Ici, on a le scénario historique, donc sans changement climatique. Scénario avec persistance en haut et sans persistance en bas. Donc, ce qu'on voit ici,
Puis les traits ici, ça représente les périodes où les épidémies ont cours. Donc, ce qu'on voit essentiellement, c'est que avec le temps, on a une progression. Si on regarde les scénarios sans persistance, on a un remplacement qui est très, très important de l'épinette noire par essentiellement les espèces intolérantes, trembles et d'autres espèces intolérantes de début de succession. Puis, on voit un effet de l'augmentation de la sévérité des épidémies, mais surtout dans les scénarios plus catastrophiques. Quand on regarde avec persistance, le changement est beaucoup moindre. On voit quand même une disparition progressive des peuplements dominés par l'épinette noire, mais c'est moindre. Mais on voit encore aussi une augmentation du remplacement par les espèces intolérantes. Mais là, on voit un petit peu plus l'effet des épidémies ici, qui se traduit par une perte de paissière ou dans d'autres cas, une perte de sapinière. Si on regarde ça plus en détail dans les domaines bioclimatiques, ici on est dans le domaine bioclimatique de la sapinière, j'ai conservé dans ce cas-ci uniquement les scénarios avec persistance A, B, C, et ici scénario sans changement climatique. Puis on a la sapinière de l'ouest et la sapinière de l'est en bas. Donc, ce qu'on voit avec le premier scénario, le scénario A ici dans la sapinière de l'ouest, l'effet de la tordeuse est présent, mais surtout associé à des pertes de sapinière, mais pas nécessairement. Ben, il y a une disparition progressive des paissières, mais c'est plus associé au feu et aux coupes qui vont avoir lieu, puis qui vont avoir un remplacement par des espèces intolérantes. Et on voit principalement une augmentation des peuplements dominés par les faux-trembles et les espèces intolérantes. Donc, c'est beaucoup plus important. Ces espèces-là sont déjà plus importantes dans la sapinière de l'Ouest, fait qu'ils vont augmenter. Puis on voit une disparition progressive de l'épinette noire. Puis pour ce qui est de la sapinière de l'Est, il n'y a pas vraiment beaucoup d'effets de nos scénarios. On voit quand même une disparition progressive de des peuplements d'épinette noire, mais c'est quand même moins drastique. Et la tordeuse semble moins affecter le changement. Probablement, c'est associé au fait que on est plus au sud dans les sapinières, puis le climat est peut-être moins favorable à la tordeuse, ce qui fait que la sévérité des épidémies va être moindre. Quand on va plus vers le nord, par contre, dans le domaine de la paissière, c'est là qu'on va voir l'effet de la tordeuse qui va progressivement augmenter et réduire la proportion des peuplements dominés par l'épinette noire, surtout dans les scénarios où on va rencontrer, on a des scénarios où la probabilité ou le synchronisme phénologique entre la tordeuse et l'épinette noire est renforcé, donc plus de vulnérabilité. Si on regarde sur une carte, qu'est-ce que ça représente? Scénario sans persistance en bas. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une démarcation quand même assez importante entre géographique, donc tout ce qui est à l'ouest de la forêt boréale va avoir tendance à être remplacé par du feuillu intolérant. Donc ici, ce qu'on a projeté, c'est les transitions des paissières entre 2010 et 2100. Donc tout ce qui était dominé par l'épinette noire en 2010, qu'est-ce qui est devenu en 2100? Donc essentiellement, ce qu'on voit dans les scénarios sans persistance dans l'ouest, comme disait, un remplacement par des feuillus intolérants, tandis que dans l'est, on voit que c'est le sapin qui va prendre beaucoup plus de place. Puis, surtout dans les cas où les scénarios où la tordeuse va devenir plus présente. Dans les scénarios avec persistance, vu que persistance, l'épinette noire se maintient quand même un peu plus, beaucoup plus même, je dirais, sur le territoire, mais on voit quand même une tendance à l'augmentation des feuillus en jaune, des feuillus intolérants. Et encore là, l'effet de la tordeuse ici vient faire en sorte que le sapin baumier va avoir tendance à monter de plus en plus au nord. Donc, les constats, sans l'épinette noire va être remplacée rapidement par des espèces intolérantes ou non dominantes sous les conditions actuelles. Quand on a de la persistance, il semble que le déclin de l'épinette noire soit plus lent, mais par contre, il est tout de même présent, puis les épidémies tordeuses et les autres perturbations vont accélérer ce changement-là. Dans le cas des sapinières, de la sapinière, la tordeuse
semble jouer un rôle, mais quand même marginal sur la composition future du paysage forestier du fait que le climat est moins propice à la tordeuse au sud, qui va l'être au nord, dans le domaine de la paissière, où le rôle de la tordeuse va être lié beaucoup au synchronisme phénologique qui va ou non se développer avec l'épinette noire. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que la composition initiale, donc l'état initial de ces forêts-là, de ces paysages forestiers-là, va être déterminante pour comprendre l'ampleur des changements qu'on va observer. Puis il va y avoir des différences qui sont quand même assez marquées entre la paissière de l'Ouest et la paissière de l'Est. Conclure, la tordeuse, bon, c'est inévitable qu'elle va migrer vers le nord avec le réchauffement climatique. Le synchronisme phénologique semble vouloir s'accroître entre l'épinette noire et la tordeuse. Puis ça risque d'augmenter la vulnérabilité des paissières à la tordeuse. Par contre, l'adaptation de ce synchronisme-là va être liée à la vitesse du réchauffement climatique. Donc, si c'est trop rapide, probablement que dans la forêt commerciale, il n'y aura peut-être pas autant d'effets que prévu. Puis les scénarios de tordeuse montrent que c'est dans la paissière que l'effet sur la composition va être le plus important. Puis qu'il y a beaucoup de différences régionales qui sont associées aux conditions initiales en 2010, puis ces conditions-là vont perdurer quand même relativement longtemps pour expliquer ces changements. Donc, pour terminer, le modèle révèle d'une part qu'il y a une contagion temporelle qu'on voit, puis surtout dans les paissières, qui est associée à la périodicité des épidémies tordeuses, qui pourrait contribuer au changement dans les scénarios les plus extrêmes. Puis, ça nous amène à essayer de comprendre, puis peut-être à développer peut-être un petit peu plus loin pour essayer de simuler des scénarios de coupe aussi dans l'espace et dans le temps pour voir, parce que présentement, je pense que les coupes dans le modèle sont distribuées de façon aléatoire, mais il semble, avec cette observation-là qu'on fait avec la tordeuse, ça pourrait être intéressant de voir comment l'effet des coupes contagieuses dans l'espace et dans le temps pourrait engendrer des changements au niveau du paysage forestier. Puis ça nous procure des pistes pour peut-être mieux comprendre le rôle des perturbations dans le changement de composition à l'échelle du paysage. Puis éventuellement, il y a aussi des pertes de productivité forestière qui vont être à prendre en considération. Et que ça fait le tour de ce que je voulais vous parler. Merci. Alors, merci Sylvie et Louis. Bonjour à tous, je suis Pierre Godbout, je vais animer la période de questions. Vous pouvez maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Comment procéder pour une question? Je l'ai mis dans le chat, là, mais vous pouvez poser votre question à l'aide de l'ordinateur en déplaçant votre souris à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vais vous nommer, vous n'aurez qu'à enlever le mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Puis après avoir posé votre question, on vous demande de vous remettre en mode sourdine. Vous pouvez également utiliser la boîte du chat si vous préférez poser votre question par écrit. Sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Dans les deux cas, on vous demande de vous identifier clairement en donnant votre nom et le nom de l'organisation que vous représentez. Alors, la période de questions est maintenant lancée. Je lirai les questions à voix haute s'il y en a dans le chat. Et on en a une déjà de Judical OC, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, comment est calculé l'indice de TBE? En fait, l'indice de TBE, c'est basé sur... Mais c'est très, très lié au climat, à la température. Puis, je pense que Jacques Rénière, ce qu'il a fait, c'est... Il a développé, finalement, il a fait des expériences de développement des différents stades larvaires. Puis, donc, à chaque stade, la température est associée à ce développement-là. Fait que ça nous permet de voir
justement quel stade est affecté par la température, puis comment ça modifie son développement. Puis après ça, c'est un indice composite qui, je pense qu'on peut directement obtenir dans Biosyn, qu'on peut directement obtenir dans Biosyn, puis qu'on applique après ça aux différents scénarios qu'on modélise. D'accord. En passant, j'ai mis, si jamais vous voulez avoir accès aux PDF, les PDF des présentations, vous n'avez qu'à envoyer un courriel à l'adresse qui est indiquée dans la boîte de chat. Les webinaires sont également enregistrés, puis ils vont être disponibles éventuellement. Donc, faites-en la demande dans cette boîte courriel-là. On fera le suivi. Il n'y a pas de questions. Je rappelle aux gens, si vous voulez poser une question verbalement, allez sur votre nom, laissez la souris et sélectionnez l'icône main levée. Pierre Mathieu. Est-ce que l'augmentation des plantations de pin gris sont envisagées pour diminuer la vulnérabilité des peuplements à la TBE? Ça, je pourrais pas répondre à ça. Ça pourrait être une possibilité, mais non, je peux pas répondre à cette question-là. Ça pourrait être envisageable, c'est sûr, effectivement. Encore là, il faut que les conditions soient propices au développement du pin gris. Mais je pense c'est sûr que ce qui pourrait être intéressant finalement avec le modèle que Mathieu a développé, c'est que on peut justement développer différents scénarios puis de modéliser un peu les impacts de ça. Fait qu'on pourrait justement inclure différentes options comme des plantations de pin gris, toutes sortes d'autres modes d'aménagement, puis de voir quelle implication ça va avoir sur le futur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On ne va pas apparaître. Je vais juste vérifier dans la liste des participants, mais je n'en vois pas. Je n'en vois pas non plus dans la boîte de chat. Donc, c'était très clair. Merci Sylvie et Louis pour vos présentations. En terminant, je vous invite au prochain webinaire de cette série, Un regard vers le futur, impact des changements climatiques sur la forêt québécoise et outils d'adaptation qui aura lieu mercredi le 3 février. 2 conférencières présenteront En route vers l'adaptation, co-construction d'une démarche pour prendre en compte les changements climatiques dans la planification forestière. Les conférencières seront Marie-André Vaillancourt, biologiste, et Catherine Perrier, chercheur scientifique, tous deux du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Je viens de voir une question de Yann. Je ne sais pas si on a encore une minute, donc merci Yann. Dans la mesure où l'on veut augmenter la productivité des forêts, en quoi vos résultats pourraient venir influencer les décisions futures à ce niveau-là? Je pense qu'une partie des résultats qu'on a présentés en lien avec les accidents de régénération, on peut évaluer la nécessité de reboisement pour maintenir la productivité actuelle au même niveau. On peut l'anticiper, on peut inclure ce type d'information-là dans ce qu'on fait pour modéliser l'état des territoires dans un calcul de possibilité, par exemple. Et on peut aussi, comme je l'ai montré, évaluer dans quelle mesure, si on tient compte des feux, par exemple, dans quelle mesure on peut s'attendre à avoir un retour sur l'investissement qu'on a fait dans les plantations. Donc,
on connaît assez bien dans les territoires quels sont les risques actuels des feux, qui est mon dada. On peut donc évaluer dans les territoires, parce qu'il y a de la variabilité au sein de la forêt boréale québécoise en termes de cycle de feu, on peut tenir compte de ça et évaluer les chances que nos plantations arrivent à maturité, par exemple. Et ce faisant, jauger un peu le risque de retour sur notre investissement compte tenu des conditions qu'on a dans les territoires qui sont particulièrement vulnérables au feu. Fait que, je pense que c'est un des exemples. Puis la modélisation, je pense que c'est le cas pour les travaux de Louis aussi, la modélisation de scénarios puis d'anticipation de qu'est-ce qui pourrait se passer si ce qu'on projette pour les perturbations dans le futur se passe, nous permet d'évaluer un peu comme le range de possibilités, puis de choisir des options qui ont des chances d'arriver à terme ou de meilleures chances d'arriver à terme dans l'ensemble des scénarios qu'on évalue. Je ne sais pas si Louis, tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est beau, je trouve que tu as bien répondu. Alors, midi 2, merci Jean-Pierre. Jean-Pierre vous dit bravo, Jean-Pierre Saucier. Alors, bravo à Sylvie et Louis, très intéressant. Donc, cela met fin à ce webinaire. Merci à tous de votre participation et bonne fin de journée.